Salut YouTube! Ce mois-ci, on parle adoption sur le podcast et après avoir écouté des épisodes témoignages de parents adoptants, j'ai eu envie de vous proposer un épisode concernant les démarches à faire pour adopter parce que c'est une sacrée aventure. On voit ça juste après le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Fanny Vautier, psychologue du Conseil départemental des Landes liée à l'aide sociale à l'enfance. Fanny va nous expliquer les différentes étapes du parcours des parents qui souhaitent adopter un enfant. J'espère que cet épisode vous plaira et surtout vous aidera. Bonjour Fanny! Bonjour Sarah. Merci beaucoup de prendre le temps d'échanger avec moi aujourd'hui sur le sujet de l'adoption. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui Sarah, donc je m'appelle Fanny Vautier, je suis psychologue clinicienne, depuis, 20 ans cette année. J'exerce mes fonctions au conseil départemental des Landes, donc je suis fonctionnaire territoriale et j'ai un poste spécialisé où je m'occupe des agréments en vue de l'adoption d'un enfant. J'exerce également d'autres fonctions, notamment d'accompagnement de mineurs victimes, mais, dans le cadre de notre entretien, nous allons, je crois, plus parler de l'adoption. Exactement. Alors aujourd'hui, justement, vous allez nous expliquer les démarches qu'il faut faire pour adopter un enfant. Alors comment commence le fameux parcours pour les parents, s'il vous plaît? Alors, je vais essayer d'être succincte parce que c'est un parcours qui est effectivement long et laborieux. Plus les informations sont claires, plus c'est, aisé, pour les futurs parents, d'enfants adoptés. Nous, on appelle les candidats à l'adoption, c'est comme ça, que nous les désignons. Donc en fait, une personne célibataire ou un couple qui souhaite adopter un enfant français, dit pupille, ou un enfant à l'étranger, va devoir, demander un agrément. Voilà. L'agrément, en vue de l'adoption d'un enfant, il est obligatoire pour D'accord. adopter un enfant. Il y a quelques petites, exceptions, notamment pour l'adoption de l'enfant d'un conjoint ou pour l'adoption d'un enfant par une assistante familiale, une famille d'accueil qui, a déjà, en charge un enfant depuis des années. Mais ça, D'accord. c'est anecdotique. Pour tout un chacun qui souhaite devenir parent par le biais de l'adoption, il faut obtenir un agrément et pour D'accord. cela, les personnes vont se tourner vers le conseil départemental de leur lieu de résidence. Donc moi, par exemple, j'exerce au conseil départemental des Landes. D'accord. Les personnes qui résident dans les Landes et qui souhaitent, obtenir un agrément en vue de l'adoption d'un enfant vont se tourner vers le conseil départemental des Landes. Lorsqu'elles vont appeler au conseil départemental, on les renverra sur le service compétent. D'accord. Donc l'adoption en France, l'agrément en tout cas, il est dévolu au département. C'est-à-dire que chaque département, met en place ses propres moyens pour évaluer, les agréments, mais le ministère propose, depuis, plus de 10 ans maintenant, un référentiel qui permet de cadrer les pratiques des professionnels dans les départements et ça permet aux gens d'avoir un agrément qui soit en général en cohérence et une procédure d'évaluation qui soit en cohérence, voire presque similaire à celles qui sont proposées dans les départements voisins ou même plus lointains. Du coup, les personnes qui souhaitent adopter donc se tournent vers vous et comment ça commence du coup ce parcours? Qu'est-ce qui se passe en premier? Alors, ce qui se passe en premier, c'est d'abord ce qu'on appelle la réunion d'information. C'est-à-dire que toute personne qui, demande au département, l'obtention d'un agrément adoption, le département doit lui donner, lui fournir, une réunion d'information, en tout cas une instance d'information. Le département, dans les textes, a 2 mois entre le moment où la personne fait appel et le moment où cette information a lieu pour mettre quelque chose en place. Donc de manière générale, c'est plutôt collectif. Ça peut être individuel, mais, les cellules adoption des départements, proposent des réunions d'information qui sont en général collectives.
D'accord. Et du coup, pendant cette réunion d'information, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on donne comme information aux personnes? Les informations essentielles que le département donne à ses candidats, c'est avant tout des informations statistiques sur, le nombre d'enfants adoptés, sur, leur profil, les âges, le nombre d'enfants adoptés de l'étranger qui sont arrivés dans le département. Voilà. Ça, c'est, entre guillemets «des statistiques» qui permettent aux gens de se positionner et de comprendre aussi, que, l'adoption, entre guillemets, l'adoption, décline. Il y a de moins en moins d'enfants, adoptés. Ça, c'est une des premières informations qui sont données. Par exemple, à titre d'exemple, on va pour des personnes qui veulent adopter un pupille bébé, un nourrisson, on va donner, par exemple, le nombre de naissances sous le secret, dans l'année, et la date, d'agrément des adoptants qui ont adopté pour la dernière fois. Voilà. Donc ça va donner, entre guillemets, «des délais d'attente». OK. Du coup, ça brosse un petit peu le paysage de l'adoption pendant cette réunion, en leur donnant un maximum d'informations pour qu'ils se rendent compte aussi de la situation actuelle et qu'ils puissent se projeter justement dans toute cette aventure et ce parcours qu'ils vont devoir avoir. Exactement, exactement. C'est déjà, un tout premier pas pour que la personne puisse savoir ou les couples puissent avoir des informations qui leur permettent de choisir, de démarrer ce processus, de s'y engager ou finalement de se dire, «Mais c'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est pas ce qu'on cherche, donc on renonce» et ce n'est qu'à l'issue de cette réunion d'information où il est aussi donné beaucoup d'autres informations, c'est-à-dire la manière dont vont se dérouler la période d'agrément, c'est-à-dire les rencontres avec les professionnels. Hmm. Il y a aussi beaucoup d'informations, données pour que les personnes puissent se documenter. Toutes ces informations-là sont données. Une fois que cette réunion est terminée, les gens décident ou pas d'engager la procédure, donc de prendre leur dossier et de s'engager. Soit D'accord. ils expliquent que finalement ils renoncent et ils demandent à ne pas, participer aux évaluations. D'accord. Est-ce que, par exemple, vous avez un chiffre à nous donner par rapport à ces réunions qui sont faites? Combien il y a de personnes qui poursuivent ou pas l'aventure ou d'autres qui, justement, s'arrêtent au bout de la première réunion? C'est très aléatoire. D'accord. Il peut y avoir des réunions d'information. Alors, en général, c'est une fois par mois, en général de manière collective. Il y a des départements plus gros qui ont une mission adoption beaucoup plus développée, où ils peuvent faire ou de l'individuel, voilà, en tout cas, ou des rencontres un peu plus structurées. Mais en général, il peut y avoir, 4 personnes comme il peut y en avoir 15. Le D'accord. ministère conseille que ça dépasse pas, une vingtaine quand même OK. pour que, tout le monde puisse prendre la parole, dans ce temps-là et il y a des gens, qui souvent vont, se décourager, c'est un petit peu, ce qu'on constate ici, lorsqu'ils vont, comprendre les délais d'attente pour adopter un enfant, pupille, donc en nourrisson. D'accord. Du coup, est-ce que maintenant vous pouvez nous parler un petit peu de ce fameux dossier d'agrément? Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Quelles sont les différentes étapes qu'il va y avoir? D'accord. Alors le dossier proprement parlé, ce qu'on appelle le dossier papier. D'accord. C'est, le dossier papier, c'est, tout simplement, des une fiche de renseignement à destination des évaluateurs. Je vais faire, une parenthèse sur qui sont les évaluateurs. Mmh. Donc le code d'action sociale et des familles qui fixe la réglementation des agréments, en vue d'adoption, demande une évaluation socio-éducative et psychologique des candidats à l'adoption. Donc 2 types de professionnels. Il y a des professionnels avec 2 fonctions différentes. C'est-à-dire que sur la procédure, on ne l'a pas dit, mais elle doit durer 9 mois Mmh. maximum. C'est les textes, c'est en tout cas, c'est les textes en vigueur. Les candidats vont rencontrer pendant ces 9 mois, heu, un éducateur spécialisé ou une assistante sociale qui sera en charge de l'évaluation sociale, qui ira au domicile, voilà, qui aura des entretiens, voilà, orientés sur sa propre discipline. Et ensuite, ils vont aussi rencontrer de manière concomitante, le psychologue qui lui a pour mission d'évaluer le contexte psychologique dans lequel se forme le projet d'adopter. Ces 2 professionnels proposent des entretiens, cohérents, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre nous. On doit, essentiellement respecter, le rythme des gens et leur, cheminement personnel. C'est-à-dire on va pas leur proposer 3 entretiens dans la même semaine. Voilà. D'accord. On va leur proposer des entretiens
qu'on va intercaler. Ça permet aux gens d'évoluer, d'avancer, de se documenter, de se mettre à l'épreuve sur, ce qu'ils ont travaillé avec un professionnel, de le reprendre ensuite ultérieurement, et enfin, c'est à nous, en fait, de proposer une cohérence dans l'évaluation. D'accord, et du coup, ça fait partie, de la validation de l'agrément justement de venir passer ces fameux entretiens C'est obligatoire. et du coup, en fait, il y a d'autres documents que les personnes doivent fournir en plus pour cet agrément ou c'est vraiment essentiellement, vos évaluations qui comptent? Cette procédure d'agrément, elle est essentiellement basée sur les avis que vont donner les professionnels. À l'issue, on va dire, de l'évaluation, une commission se réunit. Cette commission, elle émet un avis. Cet avis se base sur la rédaction du rapport psychologique et du rapport socio-éducatif, ou rapport social. Le rapport social et le rapport psychologique est déjà motivé. Le référentiel du ministère nous oblige à donner des motivations sur notre avis. Et ensuite, lorsque la commission a donné un avis, favorable pour l'agrément ou défavorable pour l'agrément, cet avis est validé en général ou pas par le président du conseil départemental. Au bout du compte, c'est lui qui a le dernier mot finalement sur l'obtention ou pas d'un agrément. D'accord. Alors du coup, vous participez justement à l'évaluation psychologique pendant ce dossier d'agrément. Alors comment ça se passe, ces évaluations psychologiques? Parce que d'après ce que j'ai entendu comme témoignage autour de moi, c'est des rendez-vous qui peuvent être très très stressants et déstabilisants aussi pour les parents. Et ces fameux parents ont peur aussi de peut-être aborder certains sujets au lieu de vous prendre plutôt comme des alliés. Du coup, qu'est-ce qui se passe pendant ce rendez-vous? Alors ça, tu l'as très bien expliqué. Justement, ces entretiens, avec le psychologue, ils sont souvent, appréhendés par les gens. Les gens sont souvent en peur, ils sont souvent inquiets, donc par expérience, ça dure pas. Ouais, C'est-à-dire que lorsque je reçois les gens pour la première fois, je leur explique comment, les choses avec moi vont se dérouler. Mais, je pense que mes collègues sur le territoire français fonctionnent plus ou moins comme moi. On peut faire 2, 3, 4 entretiens. Le but, c'est vraiment, d'accompagner les gens dans la construction de leur projet d'adoption. Ce que je leur dis en priorité, c'est que dans quelques mois, je vais devoir écrire un rapport et que le but de ce rapport, c'est qu'ils se reconnaissent dans ce que j'ai écrit. d'accord. Et pour cela, j'ai besoin de plusieurs choses. J'ai besoin d'apprendre à les connaître. Et comme le psychologue, c'est quand même celui qui creuse et c'est quand même celui qui a pour mission venir montrer quelles sont vraiment les compétences psychiques des futurs parents. J'ai besoin de travailler sur de l'intime, de travailler sur la personnalité des candidats, de travailler sur leur histoire familiale, de travailler sur leur dynamique de couple, de travailler sur leurs peurs, de travailler sur leurs désirs, de travailler sur leurs craintes, de travailler, sur, tout ce qui fait en fait qu'ils sont des êtres singuliers qui vont et qui demandent à avoir en charge, à être les parents d'un enfant qui a déjà une histoire. D'accord. Donc je leur explique, un petit peu, ça comme ça. Ça permet de faire, vraiment une alliance, voilà, une alliance de travail. Je me rends disponible, entre les, entretiens, que j'espace à peu près, tous les 2 mois, si jamais ils ont besoin, d'avoir des informations. Il arrive aussi souvent que les gens, aient besoin de plus de temps. Du coup, demandent à ce que leur, dossier passe plus tard en commission parce qu'ils les entretiens, tant les miens que les entretiens socio-éducatifs, voilà, soulèvent des problématiques, complexes et ils ont besoin de prendre le temps de les travailler, de se mettre à l'épreuve. D'accord. Donc je leur dis qu'en fait, ça se déroule surtout en 3 grandes étapes. La première qui est faire connaissance. Il va y avoir besoin de savoir beaucoup de choses, leur histoire familiale, leur histoire personnelle, voilà, leur vie sociale, les liens qu'ils entretiennent avec, les membres de leur famille, la dynamique de couple. Alors la dynamique de couple quand c'est un couple, mais aussi la perception de la dynamique, conjugale et de la dualité, hein, quand c'est une personne célibataire. Je prends, vraiment du temps pour, bien les connaître. J'ai besoin aussi qu'ils se livrent, qu'ils parlent d'eux. Dans la fonction, de psychologue, notre raison d'être, c'est aussi, le repérage de certains troubles psychopathologiques, de certaines, difficultés, de certaines, fragilités personnelles qu'il est de, voilà, de notre devoir
de retravailler, avec empathie, hein, avec les gens afin de le mettre en lien, en tout cas en relief avec leur projet d'adoption. D'accord. Si par exemple, vous relevez effectivement quelque chose qu'il faudrait, travailler avant d'adopter, est-ce que c'est un travail que vous allez faire avec eux ou vous allez les renvoyer du coup vers un confrère, peut-être, plutôt, quelqu'un d'extérieur? Alors, c'est une excellente question parce que ça arrive. Ça arrive assez fréquemment que, l'interrogation, notamment de la parentalité, fasse émerger, un rappel d'histoires d'enfants douloureuses. Voilà, des maltraitances vécues, des épisodes infantiles qui sont, pas forcément dépassés, avec des émotions encore, très fortes, très vives ou réactivées par le biais de cet agrément et de cette évaluation. Donc ce que je fais en général, c'est que je garde ma place. J'explique, aux gens ce que j'ai relevé. J'essaye de c'est pas toujours simple à entendre, j'essaye de recueillir leur adhésion et je les oriente D'accord. vers quelqu'un. Et souvent, et ça c'est déjà arrivé, les gens entament un travail avec un thérapeute et une fois que, alors ça peut durer, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend. Il y a des fois, c'est juste de la guidance, ils ont, vraiment besoin, d'avoir, ce temps-là, à part pour prendre en main leur histoire et se réengager dans le processus d'agrément et je les reçois à ce moment-là. Ils me rappellent quand c'est le moment, ils envoient un mail quand c'est le moment et dans ces cas-là, on réengage l'évaluation là où elle s'est arrêtée. Des fois, il vaut D'accord. mieux prendre plus de temps pour que, les personnes construisent un projet, qui leur ressemble et qui tienne compte de leurs fragilités et de leurs limites que, de se précipiter et d'être dans le déni des difficultés. D'accord. Donc ça, c'est bon à savoir dans le sens où finalement, c'est pas parce qu'on a des choses qui sont pas encore, guéries ou travaillées, qu'il va y avoir, un avis, défavorable pour l'agrément. Ça peut être, une petite mise en pause et un travail à faire sur soi et puis on peut revenir, justement, continuer le processus et le parcours d'agrément, pour continuer, l'aventure, plus sereinement. Exactement. C'est surtout que, souvent cette étape-là, parce que des fois, ça ne nécessite pas forcément, une orientation vers un voilà, vers, une personne extérieure. Des fois, c'est, une connaissance que, les gens, vont découvrir sur eux, et ça va leur permettre de moduler eux-mêmes leurs propres désirs, c'est très rare que, après, 9 mois d'évaluation, les gens soient les mêmes. Ils le disent d'ailleurs. Ouais. Ils disent: «Ça nous a changé. Rentrer dans ce processus d'évaluation, ça nous a appris, vraiment beaucoup de choses, sur eux, sur, les besoins des enfants adoptés». Parce que autant premier entretien ou les premiers entretiens sont basés sur, la connaissance des, candidats, leur fonctionnement, psychique, leur personnalité, voilà, leur dynamique, de communication, autant les entretiens d'après vont être ciblés sur les besoins spécifiques d'un enfant adopté et D'accord. sur la capacité du couple ou de la personne, on dit personne célibataire, c'est écrit comme ça dans le texte, ou de la personne à soutenir les besoins, à repérer les besoins de l'enfant adopté, car ils sont toujours spécifiques. Voilà. C'est ce D'accord. que j'ai un peu oublié de te dire au début, c'est que l'adoption, c'est une mission de protection de l'enfant, Mmh. avant tout. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que vous pouvez donner un avis favorable ou défavorable dans ce processus d'agrément? L'avis défavorable est quand même assez rare. C'est quand même pas la majorité, des candidats, bien au contraire, il faut aussi le voir comme ça. C'est assez simple. Lorsqu'un professionnel va tendre vers un avis défavorable, c'est qu'il a observé dans ses entretiens, des incompatibilités entre ce que les gens montrent, entre la formulation du projet et les besoins de l'enfant adopté. D'accord. On part dans ces évaluations toujours de la capacité des gens à répondre aux besoins de l'enfant adopté. Et pour cela, on a besoin d'avoir certaines certitudes qu'ils aient compris et intégré que l'enfant adopté avait des besoins spécifiques. Et quand ce n'est pas le cas, quand il y a beaucoup voilà, de raideur, de rigidité, d'impossibilité, à intégrer, cette notion, d'autrui, cette notion, d'enfant, hors de soi, avec une histoire, avec des besoins. C'est en tout cas, c'est c'est le contexte du coup n'est pas favorable. Voilà, on dit D'accord. avis favorable, défavorable, c'est plus un contexte qui est c'est pas figé. Il y a des gens qui ont un avis défavorable,
et qui, plusieurs, mois ou années après, vont évoluer dans leur projet, vont, évoluer dans leur, mécanisme de communication, avec les services pour, finalement, montrer que ce qui pouvait être défavorable à un moment donné, est maintenant, positif et ça nécessite effectivement une réelle appréhension des besoins de l'enfant, adopté. Donc ensuite, il y a pour le côté entre guillemets «purement psychologique», il y a des choses que l'on sait. Je le dis assez simplement. Par exemple, lorsqu'un candidat a un état psychopathologique dépressif, par exemple, ou qui montre, voilà, certaines impossibilités voilà, à s'extraire d'une problématique, négative, c'est pas de bon augure. Voilà. On a pu constater dans la littérature et dans les expériences, que ça pouvait, augmenter les difficultés, de l'enfant adopté. Pour résumer, un parent déprimé peut accentuer, les difficultés déjà présentes, d'un enfant adopté. D'accord. Le côté favorable, moi je me pose toujours la question de savoir, est-ce que le socle parental est stable? Est-ce que, ces personnes sont assez empathiques pour proposer, une réelle sécurité affective à un enfant, pour lui-même, pour ce qu'il est, avec son histoire? Je ne perds jamais de vue cette question-là et c'est toujours ce que, je leur dis. Voilà, parce que je suis assez transparente en fait, je leur dis ce que je cherche, et je leur dis ce que je vois, pour voir s'ils sont d'accord, pour qu'on puisse en débattre et pour qu'on puisse, avancer sur ces questions-là. Oui, du coup, ça c'est intéressant. Ça veut dire que c'est pas comme s'ils passaient une évaluation, vous gardiez tout pour vous, et puis à la fin, ils avaient l'avis. C'est qu'à chaque fois, c'est toujours un échange, et du coup, s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous allez forcément leur exprimer, et eux, ils vont pouvoir justement bah, argumenter ou essayer de comprendre, ou effectivement être d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment un échange entre vous et les candidats avant même qu'il y ait l'évaluation finale. C'est ça. D'accord. Dans les entretiens, en fait, d'évaluation du projet de construction adoptif, je vais faire beaucoup de mise en situation. Nous, les psychologues, on aime bien ça. On aime bien, raconter des histoires. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on fait ce métier-là, c'est parce qu'on aime bien qu'on nous raconte des histoires. Je vais un peu les mettre en situation, les mettre à l'aise et leur dire: «Allez-y, essayez de vous projeter, montrez-moi, ce que vous feriez, ce que vous diriez», voilà. Donc c'est toujours assez intéressant. Ils appréhendent toujours ces mises en situation comme, quelque chose où ils vont être évalués sur ce qu'ils vont dire ou faire. C'est pas du tout ça. Voilà, ça leur permet à eux de, voilà, de se mettre aussi à l'épreuve, souvent ils le disent: «Oh là là, je pensais pas qu'un enfant pouvait avoir ce type de questions, je pensais pas que ça pouvait se passer comme ça» et de manière très positive, hein. Il y a pas, une réaction à avoir, il y en a plusieurs avec ce qu'on est. Mais par contre, il y a des réactions à pas avoir. Il y a des attitudes qui peuvent, voilà, résonner, avec les grosses fragilités de l'enfant telles que, l'abandon, la violence, l'agressivité, voilà, l'effondrement, et du coup, on travaille ça, dans le cadre des mises en situation. Mais qui D'accord. sont aussi vécues comme quelque chose d'un peu compliqué jusqu'à ce que finalement, on les mette en acte, qu'au bout du compte, ça se passe bien. Les gens aussi, ils découvrent leurs propres, capacités, leurs propres, compétences, à agir, dans ce type de situation. D'accord, super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, c'était très clair pour cette partie-là. Alors, que se passe-t-il une fois que les parents ont obtenu l'agrément? Qu'est-ce que c'est la suite des démarches qu'ils vont devoir faire? Alors, c'est vraiment le tout début de l'étape, l'agrément. Une fois que les futurs parents, que les candidats obtiennent un agrément, ils ont la possibilité de s'orienter vers, 2 types d'adoption. L'adoption en France, l'adoption à l'étranger. D'accord, L'adoption en France, souvent, c'est travaillé, hein, dans le cadre de l'évaluation. Ce sont des enfants pupilles, c'est-à-dire des enfants, pour lesquels a été fait un projet d'adoptabilité. Donc il y a en général 2 statuts d'enfant. Il y a celui en fait, il y a ce petit bébé qui va être confié, à l'adoption par, sa mère de naissance qui va accoucher sous le secret et le confier à l'adoption. Elle a 2 mois pour se rétracter. Si elle ne s'est pas rétractée dans les 2 mois, le conseil de famille va se réunir
et va, c'est pas joli, mais c'est comme ça qu'il faut dire, va attribuer cet enfant à un couple titulaire, même une personne seule, titulaire, d'un agrément. D'accord. Et dans les rapports d'agrément, enfin on, nous on n'y est pas, hein, le conseil de famille va trouver, les parents les plus adaptés aux besoins de cet enfant. Voilà. Qui peut avoir, marqué, même le nourrisson, des signes, très forts, d'abandon, de retrait social, de voilà. C'est pas parce que cet enfant a 2 mois de vie, extra-utérine, ce qui donne un peu plus in utero, qu'il n'y a pas une histoire, déjà forte, et déjà importante. Il peut être issu d'un année de grossesse, il peut être issu, voilà, il peut avoir été caché dans le cadre de violences conjugales, il peut avoir, plein d'histoires sur lesquelles je ne dévoile pas trop parce que, j'aime bien que les, futurs adoptants, aient réfléchi à cela et se soient mis, un petit peu à l'épreuve de cela, voilà. L'idée reçue, c'est de penser que plus un enfant est jeune, plus un enfant est petit, moins son histoire est lourde. Mmh. C'est pas faux, mais c'est pas tout le temps vrai. D'accord. C'est ce que nous, on appelle une idée reçue. Voilà. Donc voilà, donc ça, il y a quand même beaucoup de parents qui tendent vers ce type de projet, d'adopter un nourrisson plus petit. En général, alors en général, de manière générale plutôt, parce que, il y a derrière, une difficulté, voire une impossibilité à concevoir biologiquement. Ensuite, il y a aussi des enfants pupilles, plus grands, qui ont fait l'objet d'un délaissement, parental qui ensuite a été, acté au niveau judiciaire ou qui se retrouvent orphelins et qui ne sont pas, confiés à leur famille. C'est des enfants plus grands pour lesquels sont faits des projets d'adoption. D'accord. Donc en fait, c'est le conseil de famille qui va quand même présélectionner les couples ou personnes seules qui sont titulaires d'un agrément avant de pouvoir présenter l'enfant à ces personnes. Voilà, parce qu'on a oublié quelque chose d'essentiel, dans le cadre de l'agrément, c'est que, il va y avoir en effet, 2 avis, favorables et défavorables, mais il va y ou défavorables, mais il y aura une notice qui va, spécifier, l'ouverture de l'agrément. Par exemple, une notice, ça peut être, alors je me tourne parce que je veux pas dire de bêtises, ça peut être un avis favorable pour un enfant âgé de 0 à 3 ans, en bonne santé, ou un enfant âgé de 0 à 6 ans, qui peut présenter, un handicap, physique réparable, voilà, ou un traitement, médical à court ou moyen terme. La notice, en fait, va définir, ce à quoi l'agrément ouvre D'accord. et du coup, ça peut être très, très large. Lorsqu'il y a un enfant à qui le conseil de famille doit trouver des parents, adoptifs, elle va évidemment, regarder les notices qui sont ouvertes au profil de cet enfant. D'accord. Donc en fait, le but, c'est vraiment de trouver la compatibilité entre le profil de l'enfant et le projet aussi des parents et leur personnalité et ce qu'ils peuvent ou pas assumer avec cet enfant. Exactement. Le but, c'est de trouver alors c'est pas un le but, c'est de trouver les parents qui seront suffisamment bons par rapport aux besoins de cet enfant. C'est pas le contraire. Hmm. Oui, parce que votre rôle à vous, c'est quand même de protéger l'enfant et de lui trouver la meilleure famille possible. C'est le rôle principal, la protection de l'enfant. Ouais. C'est aussi ce qu'on dit aux candidats. D'accord. On n'est pas là pour les embêter, on est aussi là pour protéger l'enfant et pour les protéger à eux aussi. Voilà. En les aidant à repérer, leurs limites et du coup, c'est un gros travail. C'est-à-dire que le travail sur la notice, les gens y passent beaucoup de temps. D'accord. Voilà. Parce que souvent, ils ont, un idéal d'adopter un enfant, je sais pas moi, de moins de 3 ans, puis finalement, ils se rendent compte que la réalité au regard de leur âge, au regard du paysage de l'adoption, c'est peut-être, pas possible. Hmm. Du coup, ils se mettent en situation pour voir s'ils ouvrent ou pas, leur agrément, s'ils augmentent la tranche d'âge. Donc c'est tout ce travail-là qu'on fait avec eux pendant l'agrément, mais aussi après l'agrément, parce qu'un agrément, il n'est pas figé. Les D'accord. gens peuvent en demander des modifications et ils le font très fréquemment. Alors, comment ça se passe une fois que le conseil, donc c'est le conseil de famille qui va appeler les candidats pour leur présenter l'enfant? Non, ça se passe pas vraiment comme ça. Le conseil de famille, il prend une décision,
mais le conseil de famille n'a pas vraiment de lien avec les candidats. C'est, l'équipe adoption, du conseil départemental qui, D'accord. s'occupera de ce qu'on appelle l'apparentement. OK. Voilà, qui mettra en lien les parents adoptifs et l'enfant adopté. Et comment ça se passe du coup? Là, c'est un premier rendez-vous où, par exemple, ils leur présentent le dossier, ils expliquent un petit peu la situation de l'enfant pour leur donner des informations. Et après, du coup, quand ils rencontrent l'enfant, comment ça se passe? C'est quand même très différent quand il s'agit d'un bébé, quand il s'agit d'un enfant plus grand qui a pu demander son adoption, par D'accord. exemple. Voilà. Mais là, on va parler plutôt quand il s'agit d'un bébé, parce que je n'ai que très peu d'expérience sur l'adoption, d'enfants pupilles grands parce qu'il y en a très, très peu. D'accord. Voilà. Alors que l'adoption, d'enfants, pupilles nourrissants, on en a quand même peu, mais quand même quelques-unes. D'accord. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que, un membre de l'équipe adoption, va contacter ses parents pour, expliquer que le conseil de famille, leur confie, un bébé. On leur demande de venir, de se présenter le plus vite possible, hein, ce qui, en général, ce qu'ils font en général, ils arrivent tout de suite, plusieurs heures à l'avance. Voilà. Ouais. On leur montre une photo et on leur donne quelques éléments. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions et Ouais. donc on veut aussi qu'ils puissent, les vivre, ces émotions, ensemble. Donc en général, on ne fait la première rencontre que le lendemain ou le surlendemain. D'accord. Et pendant une période, de 15 jours à 3 semaines, on va procéder à la parenté. C'est-à-dire qu'on va accompagner ses parents à rencontrer leur bébé et on va aider ce bébé à se laisser, adopter, par les parents. Le bébé est confié à une famille d'accueil dans laquelle il vit depuis 2 mois et souvent il y a d'autres enfants placés, souvent il y a les enfants de la famille d'accueil, tous les adultes environnants. C'est un enfant qui, jusqu'à son adoption est porté par cette, famille d'accueil est vraiment porté Mm. affectivement. Le film, Pupille, hein, le montre très bien, moi je trouve, voilà. Il est, maintenu, en vie psychique, jusqu'à pour être préparé à la rencontre avec ses parents, avec toutes les angoisses que cela, peut générer. Donc il est, rassuré et porté par cette famille et on apprend aussi aux gens à respecter ça. Ouais. Et du coup, ce temps-là dure 15 jours, 3 semaines, c'est ça? Ouais, on se base sur, l'enfant. C'est ce D'accord. qu'on dit aux parents. On leur dit, «On va se baser sur l'enfant. Quand il est prêt, il est prêt. Tant qu'il est pas prêt, il est pas prêt». Et pendant ces rendez-vous, du coup, les parents sont là, apprennent aussi à connaître l'enfant, la famille d'accueil aussi elle explique plein de choses, et puis du coup, ils doivent apprendre aussi à reconnaître cet enfant et à voir un peu comment il fonctionne et tout ça. Et au bout Exactement, si le moment du coup est opportun, au bout peut-être de 3 semaines ou plus, là, dans ces cas-là, l'enfant est confié à ses nouveaux parents adoptifs. exactement. Pendant la période d'apparentement, il va y avoir une première partie de rencontre sur le lieu où vit l'enfant, c'est-à-dire dans la famille d'accueil. Et c'est d'ailleurs très bien parce que souvent, les membres de la famille d'accueil, accueillent également les parents pour, le premier repas, le bain, le change, les premières promenades autour de la maison de la famille d'accueil et petit à petit, quand tout le monde est en sécurité, pas que l'enfant, mais aussi les parents, adoptants, on va glisser, mais sur des visites où l'enfant va aller dans sa maison. Voilà. D'accord. Mais il va aller dans sa maison, il va la découvrir, il va y passer d'abord une journée, mais après le soir, il va rentrer, dans sa famille d'accueil, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir dire, pour pouvoir, s'exprimer sur, son rythme, sur ce que ça lui a fait, et puis, voilà. C'est des choses qu'on a appris à observer avec le temps et la littérature, l'expérience, nous donne tous les signaux, qui nous permettent de savoir si, c'est le moment ou pas le moment, et les gens D'accord. respectent évidemment ça. Est-ce que pendant cette période du coup d'adaptation, c'est possible que les parents adoptifs se rétractent ou se rendent compte que c'est peut-être trop compliqué ou c'est pas, ils se sentent pas à l'aise avec ça? C'est possible. Personnellement, je l'ai jamais, vu D'accord. ni, expérimenté, mais, je sais que ça arrive. Ouais. Sur des départements plus grands, des fois on échange avec nos collègues d'autres départements, sur des départements plus grands avec, des enfants plus grands, des projets d'adoption, complexes, ça arrive. D'accord.
Je pense aussi que, si cette rencontre, elle doit pas se faire, si, il y a vraiment des choses complexes qui émergent au moment de la rencontre avec l'enfant, et qui perdurent et qui amènent un arrêt, de l'apparentement, c'est que quand même on s'est trompé avant. Ouais, D'où l'importance de faire un vrai travail dans l'agrément. ouais. Et du coup, une fois que l'enfant, part avec ses parents adoptifs, est-ce que vous retournez voir quand même si ça se passe bien, avec cette nouvelle famille ou pas du tout? Oui, c'est une obligation légale, en fait. D'accord, Lorsqu'un enfant pupille va arriver dans une famille adoptante, le département doit, établir un rapport d'évolution, pour le conseil de famille à 6 mois et à 1 an et surtout ça va permettre de finaliser, l'adoption plénière. d'accord. Du coup, quelle est la différence entre une adoption simple et une adoption plénière? Alors, sans rentrer dans les, tout petits détails juridiques parce que je suis pas juriste, l'adoption plénière, elle crée une filiation. L'adoption simple fait coexister 2 filiations. D'accord, L'adoption plénière va et ça a quand même une importance, capitale, elle va, annuler la filiation d'origine de l'enfant. d'accord. Et ça vient du choix des parents, par contre? Dans le cadre de, l'adoption d'un bébé pupille, on est systématiquement sur de l'adoption plénière. D'accord, L'enfant est né sous le secret, il a pas de filiation établie. Dans le cadre d'un enfant plus grand, qui a déjà une filiation établie et qui a été, délaissé, ou en tout cas fait l'objet d'une procédure de délaissement, judiciaire et qui va, être ensuite, adopté. Souvent, c'est dans ce projet singulier d'adoptabilité qu'on va que les professionnels vont peut-être, envisager, que l'adoption simple, est plus adaptée, que l'adoption plénière. d'accord, Bon, il le connaît, son nom, il connaît, sa famille, il connaît donc ça, c'est des choses qui sont, à voir, mais à voir avec les parents adoptants, c'est des choses qui sont débattues, mais qui sont pas finalement très importantes parce que l'adoption simple, sauf petit détail juridique, elle offre exactement la même sécurité juridique, administrative, et filiative à l'enfant. d'accord. Alors merci pour ce petit point juridique. Alors tout à l'heure, on a parlé de parentalité et on avait parlé ensemble justement qu'il y avait vraiment une prise de conscience de la part des parents à faire avant d'adopter entre justement de faire bien la différence entre la parentalité biologique et la parentalité adoptive. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? L'adoption, c'est un moyen de devenir parent. Ce n'est pas une substitution totale et complète à l'impossibilité d'être un parent biologique. Donc ça, c'est, la question assez centrale qu'on travaille quasi systématiquement, dans les problématiques d'infertilité. On va, accompagner, des personnes, qui ne peuvent, concevoir ou qui sont dans un, protocole qui sont en cours, d'un protocole de procréation médicalement assistée ou qui ont une histoire, compliquée avec des échecs, successifs, dans les PMA ou qui ont, une infertilité, qui est déclarée depuis peut-être toujours. On va, voilà, travailler avec eux ces différences, travailler avec eux la particularité de l'enfant adopté, qui n'est pas un enfant, issu de leur gène, qui n'est pas un enfant issu de leur histoire, qui est un enfant avec sa propre histoire, ses propres caractéristiques et sa propre personnalité. Voilà. C'est, lorsque, vous savez, le psychanalyste, on entend parler de la différence entre, l'enfant réel et l'enfant imaginaire. Ben c'est pas si différent. Un parent biologique, il va aussi, souvent, faire des allers-retours entre, l'enfant idéal, l'enfant imaginaire et puis l'enfant réel. Dans le cadre de l'adoption, c'est un vrai travail à faire en amont parce que cet enfant, il ne sera pas issu de soi. Il faudra soutenir, le fait qu'il ne soit pas issu de soi. Alors les gens en général, évoluent beaucoup là-dessus, dans le cadre de l'agrément. C'est, la question essentielle quand on travaille avec eux. Ok, bah, merci beaucoup pour cette explication. Alors tout à l'heure, on a rapidement évoqué la possibilité d'adopter en France ou à l'étranger. Est-ce que ce sont des démarches qui sont très différentes? Oui, donc on a évoqué l'adoption en France,
bien évoqué. Je pense qu'on a, parlé des cas de figure, les plus courants, mais la plupart des gens, se tournent vers, l'adoption, à l'étranger. Pour ça, les gens vont passer par des organismes qui ne sont pas des organismes, en tout cas qui dépendent du département. D'accord. Autant l'adoption d'un enfant, pupille, va dépendre, du département, d'un conseil de famille, va dépendre en fait, de quelque chose de public, autant l'adoption, à l'étranger est quand même gérée par ce qu'on appelle des OAA, des organismes, autorisés pour l'adoption. Des associations à but non lucratif, mais qui font en fait la entre guillemets «la passerelle» entre, les enfants adoptables dans le pays, et en France, des parents adoptants potentiels qui vont adhérer à cette association et qui vont, voilà, qui vont être, dont le dossier va être retenu ou pas, par, une OAA. Donc c'est un peu le gros parcours pour les parents qui veulent adopter à l'étranger. Quand ils obtiennent leur agrément, ils sont entre guillemets «livrés à eux-mêmes» et ils commencent vraiment un gros parcours, recueil d'informations. Avec mon profil, avec mon agrément, où puis-je m'orienter? Quel pays me confierait un enfant? Quel pays ne me confierait pas d'enfant? D'accord. Donc le premier des contacts vers lesquels on les oriente, c'est l'AFA, l'Agence française pour l'adoption. C'est un organisme d'État public qui, travaille avec, certains pays, qui, fait des appels régulièrement à candidature. Voilà, donc il y a des gens qui peuvent déposer des candidatures sur le site de l'AFA, lorsque les appels à candidature entre guillemets «tombent». Voilà, D'accord. s'ils rentrent dans les critères des appels à candidature. L'AFA, a aussi vocation, après l'agrément, à former les gens et informer les gens. Par exemple, ils proposent formations spécifiques, des modules, hein, où ils vont recevoir les gens, alors maintenant ça se fait en visio depuis le covid, mais bah, ils proposent vraiment des formations complètes sur, les enfants grands, les pathologies, spécifiques, sur, alors j'ai pas des thèmes en tête, mais sur, l'attachement et ses troubles, sur, la scolarisation. Ils proposent vraiment des modules de formation approfondis, voilà, qui permettent de s'engager, ou pas, hein, dans, l'adoption, d'un enfant avec ce type ou ce type de besoin. D'accord. Bon ça, c'est l'AFA et il y a après toutes les OAA, donc les organismes agréés à l'adoption. Sur le site diplomatie.fr je crois ou .gouv, enfin le site, du gouvernement, il y a la liste de toutes les OAA, alors, elle a été actualisée je crois en 2019, donc D'accord. la liste de toutes les OAA et leur présence ou non dans les départements Mmh. OK. et les pays, avec lesquels ces OAA, entre Travail. guillemets «fonctionnent». Voilà, donc et ensuite, chaque personne, chaque candidat va aller, sur le site, va prendre contact, va retirer un dossier s'il estime que et va faire ses démarches. D'accord. Et après, chaque, organisme gère, l'adoption Complètement. comme il le souhaite? C'est-à-dire que c'est tout à fait indépendant des services départementaux, les gens, peuvent à tout moment se tourner vers l'équipe adoption du conseil départemental et les référents adoption pour pouvoir, voilà, répondre à leurs questions, les aider, D'accord. sans qu'il y ait une intervention directe. Souvent, les gens peuvent se retrouver un peu, démunis, voilà, une fois que leur dossier a été refusé un peu partout, donc là, souvent, ils reviennent vers nous, voilà et puis on les oriente aussi, il y a une association qui s'appelle, il y a 2 types d'organismes, qui aident en fait, à faciliter l'adoption, mais qui ne proposent pas d'enfants à l'adoption. C'est l'EFA, Enfance et familles d'adoption. Ils ont un site qui est quand même très bien fait. Ils sont présents dans, je crois, plus de 90 départements, D'accord. en France. Ce sont des bénévoles et ils proposent des réunions, d'information, des rencontres, des modules de formation, des publications. Voilà et en fait, ils sont là pour, ils ont vocation à, faciliter et aider, les adoptants. Voilà. D'accord. Ensuite, il y a les
COCA dont on a parlé. Les gens s'orientent aussi vers les COCA, notamment pour, savoir vers quel pays aller, en fonction de leur propre notice. Parce que les COCA, ce sont des consultations d'orientation et de conseils, en adoption. Historiquement, elles dépendent plutôt des CHU, elles sont animées par des pédiatres qui sont spécialisés dans les problématiques, médicales ou, pathologiques, des enfants issus de l'adoption. Je dis historiquement parce que, voilà, pas des COCA forcément partout et toutes ne sont pas rattachées au CHU, mais toujours pareil, de manière générale, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc on essaye vraiment d'orienter les gens, pour qu'ils puissent avoir entre guillemets toutes les billes pour pas être complètement perdus dans le parcours de l'adoption. Ceci dit, après ils ne peuvent être que acteurs et les aléas du paysage de l'adoption, les aléas des difficultés avec, les OAA, les aléas du nombre d'enfants, adoptés qui diminue, c'est des choses, c'est des réalités auxquelles, forcément, les gens, sont confrontés. Mmh. D'accord. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Bah, en tout cas, je de ma posture, en fait, de psychologue en charge des agréments adoption, voilà, je voulais surtout, indiquer aux gens qu'ils n'hésitent pas à se rendre sur les sites des conseils départementaux de leur département. Que, avant de partir un peu tous azimuts, sur, des forums, des publications, c'est quand même bien voilà, de partir, sur ce qui se fait dans le département parce que c'est local, c'est humain, ils seront reçus s'ils le demandent, et ça permet après, voilà, de concrétiser, d'appuyer, un projet, adoptif, ou pas, ou d'y renoncer. Mais, je voudrais diffuser que les gens ne se sentent pas, voilà, seuls ou entre guillemets, abandonnés dans, un paysage, de l'adoption alors que, c'est souvent une non connaissance des dispositifs qui existent, tout simplement. D'accord. Eh ben, c'est super parce que ma dernière question justement c'était où pouvons-nous retrouver des informations concernant l'adoption. Alors c'est vrai que vous nous avez donné quelques informations déjà tout le long de l'épisode, mais est-ce que vous avez envie de rajouter peut-être quelques sites ou quelques informations supplémentaires? Pour ce que je conseille habituellement, ou ce que notre département conseille habituellement, il y a donc le site de l'AFA. AFA, il est intéressant dans le sens où il répertorie tous les pays avec beaucoup de statistiques et les attentes de chaque pays. C'est comme ça que les candidats vont, savoir, à quel type de, entre guillemets, de profil ils peuvent correspondre ou pas, quoi. D'accord. Voilà, en fonction de leur âge, en fonction de leur situation familiale, en fonction de leur notice, voilà. Et donc ce site-là est quand même, c'est quand même un site de départ par lequel il faut passer. Il y a ensuite le site de la, MAI, c'est la mission, du coup, hein, publique et ministérielle pour l'adoption internationale, qui fait le lien, avec les OAA, D'accord. organismes, autorisés pour l'adoption. Et dans cette liste-là, il y a le nom de chaque OAA avec les pays avec lesquels ils travaillent et ils ont tous des sites, bien faits, voilà, qui expliquent leur, fonctionnement. Voilà. Moi, j'invite les gens à prendre du temps justement à choisir, à regarder, à prendre des informations pour, voilà, déposer des dossiers dans des OAA qui correspondent réellement à leurs projets, leurs aspirations, voilà. Donc ensuite, il y a, le site de l'EFA qui est, un site EFA qui est, enfance et familles d'adoption, qui est vraiment un site d'information, et qui, a le mérite de pouvoir créer du lien, entre, les parents ayant adopté, et les parents voulant adopter. C'est la création d'un réseau pour que les gens effectivement ne soient pas, seuls dans, leur parcours adoptif. Super. Mais en tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir pris ce temps d'échanger avec moi et de nous expliquer vraiment toutes ces étapes par lesquelles doivent passer les parents pour que ça soit un petit peu plus clair pour tout le monde. Et j'espère que ça pourra aider les parents qui en ont besoin. Ah beh, je te remercie.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!